Mars 1988, une toute nouvelle compagnie aérienne française fait décoller son premier avion. Personne ne se doute de ce qui est en train d'arriver, pas même Air France, qui a pourtant de quoi être inquiète. Car derrière cet appareil qui s'envole, il y a un homme en colère, Lotfi Bellassine, qui en a ras-le-bol de la toute-puissance de la compagnie nationale dans le ciel français. Son ambition, créer la première compagnie low-cost européenne, avec un nom qui en dit long, Air Liberté. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'était quand même une compagnie, c'était un peu fait avec les moyens du bord. Très vite, une série d'obstacles vient percuter le projet. Air France et l'administration sont comme ça et pas vraiment décidés à lâcher leurs privilèges. La survie d'Air Liberté est une bataille permanente jusqu'à devenir une affaire d'État. Que s'est-il passé? J'ai retracé toute l'histoire de la compagnie et je suis même allée à Bruxelles pour retrouver le fondateur d'Air Liberté qui m'a reçu dans son hôtel particulier. J'ai gagné toutes les batailles et j'ai perdu la guerre. Bienvenue dans ce nouveau business drama. Air Liberté versus Air France, la bataille oubliée du ciel français. Dans les années 80, Lotfi Bellassine dirige un club de vacances que tout le monde a sûrement oublié ici, Aquarius. C'est le Club Med en moins cher. Chaque année, ces resorts accueillent des centaines de vacanciers venus se faire dorer la pilule autour de la Méditerranée. Mais il a du mal à trouver des vols pour les acheminer à des bonnes dates, aux bons horaires et aux bons tarifs. Car à l'époque, le transport aérien n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Il ressemble plutôt au modèle de la SNCF jusqu'en 2020 et l'ouverture à la concurrence du rail français, une entreprise en situation de quasi-monopole. Et ce quasi-monopole, il est incarné par Air France qui, en 1989, assure 97% du trafic aérien français. L'entreprise publique s'occupe des vols long courriers et des vols intérieurs après avoir fusionné avec Air Inter, une autre entreprise publique. Et les vols ponctuels non réguliers, appelés les charters, sont assurés par sa filiale Air Charter. Et c'est par la petite porte des charters que Lotfi Bellassine décide de s'engouffrer. C'est d'ailleurs le seul créneau ouvert à la concurrence. L'une des raisons pour lesquelles on avait créé cette compagnie, c'était que la qualité du charter était très mauvaise parce que c'était le reliquat des heures disponibles chez Air Inter ou Air France. Quand j'ai rencontré Lotfi Bellassine, il m'a sorti les maquettes des avions Air Liberté de l'époque et il en était très fier. Et il avait beaucoup de choses à me raconter. Air Charter, qui était leur filiale, n'avait pratiquement pas d'avions. Elle utilisait des avions disponibles d'Air Inter surtout, qui étaient extrêmement densifiés, à des horaires et à des tarifs qui les arrangeaient. Et Lotfi avait vu juste. En un an, la compagnie transporte 720 000 passagers et réalise 210 millions de francs de chiffre d'affaires, soit 58,8 millions d'euros aujourd'hui. Pour se lancer, 5 actionnaires investissent 13 millions de francs, 3,8 millions d'euros aujourd'hui, dont la banque Rivo. Et retenez bien ce nom, car on y reviendra. L'appétit est venu en mangeant, parce que comme on a bien gagné notre vie au début, on a augmenté notre taille comme compagnie de charter. On est passé de 2 avions à une dizaine d'avions. Cette expansion n'est pas du goût de tout le monde dans le milieu. Et elle manque même de lui coûter la vie. Un soir de novembre 1990, Lotfi se fait tirer dessus par un inconnu devant chez lui à Paris à 3 reprises. Enfin un inconnu, Bellassine a son idée de l'auteur de cette tentative d'assassinat dont il échappe miraculeusement. Pour lui, c'est une vengeance de ceux à qui il a racheté la compagnie aérienne Corsair pour récupérer ses créneaux de vol. Une enquête est menée en Corse, mais elle ne permettra jamais de connaître la vérité. Lotfi n'est pas au bout de ses peines, mais il continue la bataille du ciel. En 1991, Lotfi trouve un allié au plus haut niveau, l'Europe. C'est la fin du monopole d'Air France sur les lignes intérieures. Après les charters, Air Liberté va complètement transformer son modèle et s'attaquer aux lignes régulières et surtout aux lignes intérieures françaises. Et c'est là que les choses vont se corser. Je crée Air Liberté contre l'avis de tous mes amis. Ils m'ont prévenu que les dés sont pipés, que tous ceux qui ont essayé ont été laminés par Air France avec le concours actif de l'administration. Depuis l'aéroport d'Orly, Air Liberté part à l'assaut du monopole d'Air France. Paris-Toulouse, Paris-Nice, Paris-Montpellier, il s'attaque à toutes les lignes. Et c'est maintenant que je vous présente un nouvel intervenant, vétéran du suivi de l'industrie aéronautique aux Échos, Denis Finsilbert. Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard flight 226. Alors que je venais de naître, Denis écrivait déjà sur Air Liberté. Il y avait de la place à prendre parce que le train n'était pas encore ultra concurrentiel pour les liaisons qui sont, disons, à plus de 3 heures de train. Donc il y avait une grande partie de la France, en gros toute la partie ouest, la partie sud, qui était un peu ouverte aux nouveaux entrants. En 5 ans, l'entreprise passe de 600 à 1400 salariés. Et pour se faire une place, elle sort l'arme fatale, la guerre des prix. Air Liberté va offrir en première mondiale un tarif d'une carte orange du ciel, si on peut dire, qui permet à un passager qui a acheté une carte
en une fois et qui a payé 25 000 francs par an de voyager autant qu'il veut. Ils ont attaqué sur les prix, donc ils ont vendu les sièges en dessous du prix de revient, clairement, donc c'était du dumping, pour remplir les avions. Mais Air France contre-attaque immédiatement. Baisse des tarifs, vols supplémentaires, très vite, plus personne ne gagne d'argent. Sauf qu'à ce jeu-là, Air France est plus musclée et plus endurante. Finalement, la marge de manœuvre qu'avait Air Liberté en face, c'était pas si énorme que ça, parce que les salaires des navigants, ils sont ce qu'ils sont. Les pilotes, ça coûtait déjà très cher. Alors, ils étaient moins payés qu'Air Inter, mais quand même. Les équipages, les frais d'escale, kérosène, ils le payent au même prix. Donc finalement, les coûts fixes d'Air Liberté étaient déjà assez élevés. C'est pour ça que c'était plutôt du low-fare que du low-cost. En plus, Air France ne joue pas vraiment à armes égales. Elle met des bâtons dans les ailes de ses concurrents et elle a un allié de taille dans cette bataille, l'administration avec la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça prendrait des heures de raconter toutes les avanies que nous avons subies de la part de la DGAC. Air Liberté a par exemple beaucoup de mal à obtenir des créneaux d'atterrissage et de décollage. Or, dans l'aviation, ces créneaux, qui n'existent qu'en quantité limitée, c'est le nerf de la guerre. Il y avait un organisme qui s'appelait le Conseil supérieur de l'aviation marchande, qui était censé distribuer les droits de trafic, ceux qui n'étaient pas utilisés pour les redonner aux nouveaux entrants. Mais en fait, c'était un jeu un peu du chat et de la souris, et tout le monde soupçonnait Air France d'être derrière ces attributions. Chaque fois qu'on demandait une heure donnée pour un charter, on nous l'a donné. Chaque fois qu'on demandait une heure pour un vol régulier, on nous l'a refusé, le même vol. Or, ils n'avaient pas le droit. Si c'était libre, c'était libre. Donc on avait mis des horaires de charter qui correspondaient à ce qu'on voulait faire comme vol régulier. L'ordinateur nous renvoie un accord pour tous ces vols-là. Et à ce moment-là, j'ai dit, on change, on utilise les créneaux qu'on a pour faire ça, 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 ça et ça. Et si Air France pouvait se permettre de telles manœuvres, c'est parce que les dirigeants d'Air France, les uns après les autres, étaient très proches du pouvoir. L'ancien président d'Air France, Jacques Friedman, était un très bon copain de Jacques Chirac. Le président qui lui a succédé chez Air France, Bernard Attali, était le frère d'un des conseillers principaux de François Mitterrand à l'Élysée. Il y avait, disons, une collusion entre l'administration, avec un grand A, et la compagnie nationale avec un grand C. Alors que les gens d'Air Liberté, on ne les retrouvait jamais, ni dans les ministères, ni dans le groupe Air France. Pour obtenir des créneaux, Air Liberté sort les grands moyens. Elle rachète une compagnie aérienne, Euralair, qui en possède 5000. Avec, elle projette d'ouvrir 23 nouvelles lignes en France. Mais cette ambition ne se concrétisera jamais. Car pour financer sa croissance, Air Liberté s'endette énormément, notamment auprès de son créancier et principal actionnaire, la banque Rivaud. Je vous avais bien dit que ce nom reviendrait. En 1996, les comptes de la compagnie passent dans le rouge. Cette même année, Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Rivaud, veut prendre les commandes de la banque. Pour faire tomber son président de l'époque, Édouard de Ribe, il met en lumière l'un des investissements les plus dangereux de l'établissement. Sa participation de 32% au capital d'Air Liberté à hauteur de 450 millions de francs, soit 107 millions d'euros aujourd'hui. Mais aussi ses 350 millions de créances, soit 83 millions d'euros, de la compagnie aérienne, alors en très grande difficulté financière. Rivaud demande à Air Liberté de rembourser ses crédits, mais la compagnie en est incapable. Elle dépose le bilan le 26 septembre 1996. C'était quand même une compagnie, c'était un peu fait avec les moyens du bord, quoi. Donc la seule raison pour laquelle les gens les prenaient, c'était parce que c'était un peu moins cher qu'Air Inter. C'est la fin d'Air Liberté version 1, la fin de l'aventure pour Lotfi Bellassine. C'est un gâchis. La France a raté avec Air Liberté la possibilité d'avoir une grande low-cost européenne. Et c'est aussi les premières turbulences pour un projet cher au gouvernement français depuis l'ouverture du ciel à la concurrence, créer un second pôle aérien français, une compagnie capable de rivaliser avec Air France sans trop la bousculer. Air Liberté incarnait cet espoir. Avec son crash, le rêve d'un concurrent national prend un sérieux coup dans l'aile. Mais l'histoire d'Air Liberté ne s'arrête pas là. La compagnie va redécoller, puis traverser les pires turbulences de son histoire. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Je vous raconterai, avec les témoins de l'époque que l'on a retrouvés, comment la survie d'Air Liberté s'est transformée en véritable affaire d'État au début des années 2000, avant de finir devant les tribunaux. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, dites-nous en commentaire si vous avez déjà volé avec Air Liberté. Et abonnez-vous.